Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Laurie Perret, une des humoristes qui me fait le plus hurler de rire. Merci. À l'occasion de la promo de son spectacle À bientôt quelque part, tous les jeudis, vendredis et samedis à la Nouvelle Ève, qui est une très très belle salle, Oui. à partir du 11 janvier en tournée dans toute la France. Dans la description de ton show, on peut lire, Laurie nous explique comment et pourquoi elle se sent bien malgré un quotidien qu'elle dépeint comme un enchaînement de catastrophes divertissantes dont elle est l'unique responsable. Déjà, chapeau de prendre tes responsabilités. Ouais, mais j'aurais bien aimé pouvoir les reporter sur quelqu'un d'autre, mais c'est trop flagrant que ce sont les miennes. Ouais, c'est ça. C'est ton psy chaque semaine qui est là. Exactement. Mais en plus de ça, je me suis dit, oh là là, on va avoir plein de choses à se raconter. Elle a déjà compris l'objet du podcast et c'est génial, quoi. Bah, c'est vraiment le leitmotiv de ma vie, ça, tu vois, de m'auto-saboter, d'échouer, d'atterrir là où j'avais pas prévu que je voulais aller que finalement c'est un peu mieux comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui sait pas trop faire de choix, tu vois. Ah ouais? Ouais, je suis très enfin, tu vois, j'en parle dans le spectacle pas tant que ça, mais tu comprends en fait, tu le déduis, tu le dis entre les lignes que je suis en accord avec moi-même depuis peu de temps, quoi. Moi, tu me mets à la bande d'un McDo, je mets 1 heure à savoir ce que je veux manger. je sais pas choisir, mais enfin, je sais ce que j'aime, tu vois, mais enfin, c'est compliqué, quoi. Ouais. Du coup, les choses choisir, c'est renoncer, tout ça, quoi. Ouais, exactement. Les choses me sied plus lorsqu'elles me tombent dessus, tu vois. Ouais, l'humour, ça m'est tombé dessus. Le spectacle, ça m'est tombé dessus. Ma fille, ça m'est tombé dessus. Et c'est des choses qui ont changé ma vie profondément et je la verrai plus, je la verrai plus sans, tu vois. Bien sûr. Ah, c'est intéressant. Ouais. Bon, alors, on va parler aujourd'hui justement d'une carrière qui t'a fait bifurquer vers l'humour, c'est ça? Tout à fait. On va parler de mon album R&B. Est-ce que tu peux nous faire des petites vocalises, tu sais, un petit fry une fois de temps en temps? En plus, c'est les 11h du matin. Yeah! Non, mais c'est vrai que moi, je voulais être chanteuse, ouais. J'étais marrante dans la vie, même un peu plus que dans la vie, puisque je faisais de l'impro. J'étais auteure. Okay. J'étais auteure, j'écrivais pour des publicités, pour des chaînes de télé. Trop cool. T'étais dans la conception-rédaction? Absolument. Trop bien. J'étais conceptrice-rédactrice, ouais. Alors, raconte-moi, t'as fait des études là-dedans? Bah, si tu veux savoir mes échecs, je vais te raconter toute ma vie, parce que je me suis fait virer de la pub. Alors, attends, est-ce que j'ai assez de piles? Je me suis fait virer de la pub. Aïe, 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 c'est un milieu... En fait, il y a un moment où je me dis, voilà... ok, j'arrive, je chante pas trop mal, la comédie c'est possible aussi, mais est-ce qu'on ferait pas un métier avec un bagage scolaire et tu vois, genre qui rassure papa maman, bah plus moi que papa aussi. Maman, parce que moi j'ai toujours fait un peu ce que je voulais, tu vois. Et mais en tout cas pour moi je me dis voilà, est-ce que j'irais pas chercher d'abord un vrai métier, tu vois. Et la pub me semblait être le bon compromis du métier créatif, quoi. Et donc, à l'époque, pour rentrer dans la publicité, il fallait passer par la case de stage. Donc, je passe par la case de stage et je me fais virer de mon stage. Je me suis fait voler mon idée par mon maître de stage. Oh non. Ouais. En plus, c'était pour une publicité du Rex. C'était marrant. Putain. Et ouais, il m'a pété mon idée et en plus il l'a fait en loose day, tu vois, et il m'a pas convié à la présentation client et je l'ai appris par une autre copine qui était stagiaire, à un autre poste. Elle m'a dit mais pourquoi t'es pas venu? Fabrice en plus il a présenté ton idée. Oh putain. Donc étant donné que j'ai un peu une grande bouche, je suis retournée dans le bureau de Fabrice et ça s'est pas hyper bien passé. Donc Fabrice a demandé à ce que je sois virée sur le champ. Et comme j'étais rédactrice un petit peu quand même, je suis rentrée chez moi, je me suis fendue d'une petite rédaction sur Fabrice qui s'est fait têche également. Et après j'ai retrouvé un stage. Pour harcèlement sexuel ou pour parce que c'est aussi très commun. Non, il s'est fait têche parce que c'était pas sa première. C'était pas sa première, ouais. C'était assez connu dans l'agence. Et moi, on m'avait engrainé, tu vois, j'en avais parlé à 2-3 responsables qui m'ont dit mais tu peux pas te laisser faire, il a pété l'idée à lui, il a pété l'idée à elle. Je suis rentrée dans son bureau, j'ai dit tu te fous de ma gueule. Enfin bon, voilà. Bravo. Et bon bref, après j'ai retrouvé un stage et au bout de 3 jours,
j'étais en stage vraiment à l'endroit où était Bec BD quand il écrit 99 francs. J'étais sur le plateau Danone chez Young et Rubicam. Waouh. Et mon maître de stage, il m'impressionne de fou. Il est archi classe. Je l'adore. Et genre c'était à lui qu'on devait tout le monde se lève pour Danette et tout ça, tu vois, genre gros ponte de la pub. Tu l'admires. Ouais, et au bout de 3 jours, il me dit je te dis un secret, mais tu le dis pas. Je dis ouais. Il me dit je suis virée. Et en fait, c'était tout le temps comme ça. Après moi j'ai failli vendre quand personne me calculait. Je travaillais autant qu'un vrai concepteur rédacteur. Bien sûr. Et puis un jour je vends toute une campagne. Du jour au lendemain, tout le monde me dit bonjour. Ça y est, mon nom il tourne dans la boîte, ça y est, je vais être embauchée. Et il y a un gros retournement de situation chez Lu, où ils remettent en place complètement la marque et les machins. Et à 2 jours du tournage, ils annulent la pub parce qu'ils ont ils ont décidé que les gâteaux à petits brossards n'étaient plus des gâteaux qui s'inscrivaient comme quelque chose de bon, mais plutôt comme quelque chose de pas cher. Enfin, tu vois, ils rechangeaient totalement l'image de marque du truc. Donc, ils ont remis en question là. Et je suis redevenue une anonyme du jour au lendemain. Putain, c'est vraiment un job de fou. Et je me suis dit que tant qu'à côtoyer des enculés, autant avoir de la moula. Ouais, mais autant faire le métier, le premier que je voulais faire, chanteuse ou comédienne, dans lequel il y a tout autant d'enculés, mais au moins on se vole pas la face, quoi. C'est clair. Amen. Ouais, c'est voilà. la fin de cet épisode. Oh la vache, ouais. c'est une première entrée dans le milieu du travail qui te souhaite la bienvenue. Hein. Ouais, bah alors attends, avant ça, j'avais quand même vu la vie, hein, tu vois. J'ai fait tous les métiers de la terre. Moi, j'ai fait animatrice, éducatrice, agent immobilier. J'ai beaucoup rigolé à chaque métier. Ça s'est pas toujours bien passé. Je me suis fait parfois virer. J'ai une expérience qui me fait crever de rire. Un jour, je crois que c'est une de mes premières expériences de travail où je fais une mission d'intérim. Ok. Beau projet, l'intérim. J'ai envie de rigoler alors que t'as même pas encore raconté. Attends, mais elle est très, très marrante. Donc, j'ai à peine 18 ans, tu vois. Et donc, je suis sur le service après-vente d'Auchan en téléopérateur, tu vois. J'ai un casque et ça téléphone, quoi. C'est dur, ça. Et en fait, on m'explique, j'ai une sorte de Minitel, bref, avec des codes, des lettres qui font des codes. Et en gros, je dois recevoir des appels. Je tape le nom de la personne. De là, il y a marqué le code, je le rentre dans mon truc. Et là, je vois où est passé son électroménager qu'il a confié au service après-vente d'Auchan. Ok. Au bout de mon 2e appel, c'était mon 2e appel. C'est un mec qui m'appelle, qui me dit « Ouais, putain, c'est vraiment un truc de fou. Ils ont pris ma machine à laver il y a 1 mois. J'ai pas de nouvelles, madame, allô. J'ai 4 mots. Ma femme, elle fait la lessive dans la douche. C'est inadmissible. » Je dis « Attendez, monsieur, vous énervez pas, mais je comprends et tout. Oh là là, la pauvre votre femme et tout. Attendez, bougez trop d'empathie. » Ouais, de ouf, de ouf. Et là, je tape le truc et je vois qu'il y a marqué que personne n'a calculé sa machine, tu vois. Elle est encore à l'entrepôt. Oh, merde. Et là, je lui fais « Oh, monsieur, oh là là. » Chaud. Oh, c'est chaud, monsieur. Monsieur, franchement, ça se fait pas. Ils ont même pas regardé votre machine. Mais c'est pas vrai. Je dis, franchement, ça se fait. Il me dit, c'est vraiment des enculés. Je dis, de malade. Vous voulez... Et en face de moi, il y avait une meuf qui me faisait des signes, genre, ferme ta gueule, arrête de parler. Et je dis, monsieur, vous voulez, moi, je serais vous, franchement, la vérité, parce que moi, je vous dis, moi, je suis là pour 2 jours, je connais pas ce truc. Venez, je vous passe un responsable, vous lui parlez, vous pouvez pas rester comme ça, franchement. Moi, à votre place, je ferai un procès. Et là, j'ai même pas eu le temps de finir ma discussion avec la responsable. Elle a coupé, elle a coupé la communication. Et à côté de moi, parce qu'on était en cercle, comme ça, à côté de moi, il y avait que des meufs comme moi. Et à côté, j'avais plein de meufs qui parlaient et ça faisait, non, monsieur, vous arrêtez. Non, monsieur, je suis pas une petite pute. Non, monsieur. En fait, les meufs, elles se faisaient lyncher, mais toute la journée, mais pour des raisons valables, c'est qu'en fait, les gars, ils avaient les clients avaient envoyé leur électroménager dont tout le monde se foutait, quoi. Oh la vache. Et donc, la meuf, quand elle a coupé la communication, je dis, mais tu veux que je fasse quoi? Bah ouais. Et le mesquine et sa femme, elle fait la lessive dans la salle de bain. Je dis, enfin, vous avez même pas calculé son truc et tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle me dit, bah, t'improvises. Ouais, d'accord. Et c'est là où t'as commencé à improviser et à devenir humoriste. Écoute, non, j'ai improvisé déjà avant. J'ai surtout improvisé que je suis rentrée chez moi. Ouais, c'est clair. T'as improvisé ton salaire, ton loyer. Ouais, exactement.
Alors, on va fast forward tout la publicité. Tu te dis, qui tête avec une bande d'enculés. Je me permets de reprendre tes mots. Bien sûr, je le connais. Un petit poutou à Fabrice quand même en passant. Ouais, Fabrice qui s'appelait. Oh non, je veux pas. Non, ça me fait penser à un autre épisode où il voulait absolument sortir le nom. J'étais là, mais non. On l'embrasse. Non. Je vais faire un bip. D'accord. Mais sachez que c'est L-E-G. Attendez, j'ai retrouvé son numéro de téléphone. Est-ce que tu l'as inscrit à toutes les newsletters possibles et imaginables? Non, ça c'est drôle ça. Non, j'ai pas fait ça. C'est un petit tips que je te donne gratuitement pour la prochaine fois. Donc tu te dis, tiens, moi je chante bien, j'aime faire rire, j'ai envie d'aller dans un métier qui me correspond plus, et tu te dis que tu vas te lancer dans la chanson, c'est ça? En fait, j'ai toujours la chanson, c'est vraiment une passion, vraiment l'écriture, et du coup, je chantais quoi qu'il arrive, que je travaille dans la publicité ou pas, si tu veux. C'est juste qu'il y a un moment où on décide que peut-être on va faire ça de manière professionnelle, ou peut-être ça va juste rester un hobby. Et quand je m'aperçois que en fait il y a aucun véritable métier qui me satisfait, alors que j'ai fait la démarche, mais bon, voilà, ça fail. Je vais aller là-dedans, quoi. Donc il faut du temps parce qu'il faut écrire, il faut composer. Donc je décide de devenir intermittente du spectacle. C'est courageux, hein. Je sais pas si c'est courageux parce qu'en vrai, ça m'a pas coûté. Ce qui m'a coûté, c'était de pas que ça fonctionne pas, mais moi je me voyais pas faire autre chose, quoi. Ça aurait été peut-être plus courageux de renoncer finalement, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc voilà, je deviens intermittente du spectacle, je fais tout et n'importe quoi, je fais des animations en boîte de nuit, je chante dans des mariages, je chante dans des cabarets. Non, à cabaret, c'est venu après. C'est bien. Attends, et après je suis prise à Mozart l'opéra rock. Mais waouh. Sur une histoire, mais un concours de circonstances. Je crois que c'est le but je crois que c'est vraiment le running de ma vie, le concours de... Bienvenue dans le concours de circonstances. C'est un peu plus long comme titre de podcast. Mais je crois que moi, c'est vraiment que des concours de circonstances. Je passe le casting de Mozart, je suis pas prise, tu vois, la vie continue, bon. La circonstance, en plus, elle est folle parce que je suis chez moi avec un pote qui est en dépression et à qui je suis en train d'expliquer que s'il sort pas de chez lui, il se passera rien, qu'il doit, qu'il doit se bouger. Et au moment où je suis dans ce discours-là hyper positif de trucs qui peut possiblement arriver, j'ai mon téléphone qui sonne et c'est Bruno Berberès. Ah, je connais pas. Bruno Berberès, c'est le ponte du casting dans la comédie musicale. Wow. C'est le directeur de casting de Star Academy, de toutes les comédies musicales. Dès que ça chante et que c'est artistique et que c'est sur Paris, c'est comme Bruno Berberès. Déjà, j'aime pas répondre au téléphone tout court, mais alors là, j'imagine que le stress. Je suis dans une phrase en train de dire, tu sais pas, tu vas te lever un matin, il va t'arriver un truc fou. Putain, Bruno Berberès, truc de fou. Donc je décroche et il me dit, écoute, je t'appelle parce que voilà, je tombe sur ta fiche, t'as auditionné pour Mozart il y a quelques mois, est-ce que t'es toujours intéressée par le projet? Je fais quoi? Il me dit non, ouais, là, on cherche une remplaçante pour un rôle, parce que du coup, le truc avait commencé sans moi, tu vois. Ok. Dove va t'appeler dans 5 minutes. Oh, le rêve. Puis je raccroche, et puis Dove m'appelle, puis c'est vraiment l'époque où Dove, il passe à Nouvelle Star et tout ça, tu vois. Ouais. Donc, parce que j'ai même émis la possibilité que ça puisse être un canular. Moi, je traîne avec des mecs très marrants à l'époque. Avec mes potes de l'impro de trap, tu vois, qui se foutaient de ma gueule parce que je chantais tout le temps. Non, là, c'était pas un canular. Et t'as Dovatia qui me dit bonjour, est-ce que tu peux venir le plus vite possible au Palais des Sports? Je lui dis vas-y, je suis là dans 1 heure ou 2. Mais tu te rends compte le choc? Attends, j'arrive au Palais des Sports. Il me dit t'as pas des trucs à me faire écouter? Donc moi je lui fais écouter, mais à l'époque je faisais du R&B, tu vois. Bah ouais. Et donc il me dit ouais non, c'est trop R&B, t'as pas un truc plus variété française? Je dis je sais pas, et je tourne la tête. Et on est dans un bar du Palais des Sports. Et je vois une affiche d'Hélène Ségara. Moi, je le regarde et je chante Hélène Ségara. Ok. Et il me dit, bon, ok, tu sais chanter, viens avec moi, on va voir le spectacle. On rentre dans la salle de spectacle. Wow. Et il me montre le rôle qu'il faut potentiellement remplacer.
Fin du spectacle, il me donne le livret, il me dit voilà, tu travailles ce texte-là, tu travailles cette chanson-là, tu viens voir le show autant de fois que tu veux, rendez-vous tel jour, telle heure. Arrive le fameux jour du tel jour, telle heure. Il m'appelle, super vénère. Laurie, t'es où? Ben, je suis sur la route. Tu es en retard, Laurie, on avait rendez-vous à 15h. J'ai dit, mais Dove, avec toute l'importance que je porte à ce casting, si je peux me permettre, je suis absolument à l'heure, on a rendez-vous à 16h30. Je suis même très en avance. Je dis, putain, je me suis trompée. Je vous ai donné rendez-vous à la même heure. Parce que moi, depuis le début, il m'expliquait qu'on était 2 en lice. Mais c'était trop chelou parce qu'à chaque fois que j'y allais, il y avait pas, enfin, en fait, je m'étais figuré que c'était faux, tu vois. Je sais pas pourquoi mon cerveau, il se disait, ouais, non, c'est une flûte. Chaque fois que j'y allais. C'est pour te foutre la pression. Ouais. Sauf qu'il me dit, je vous ai donné rendez-vous à la même heure. Oh, putain. Et là, je vois que c'est vrai. J'arrive. J'ai les cheveux bruns là, un cuir marron, un jean, des bottes. Ok. J'arrive, la meuf, elle a les cheveux bruns là, un cuir marron, un jean, des bottes. Je me dis, bon, il y a déjà, pas un rôle de jumelles. Déjà, ça va pas se jouer là-dessus, déjà, pour commencer. Et je voulais tellement le rôle que moi, j'avais appris toutes les chansons, j'avais appris là les trucs, et bon, voilà, ça a fait la différence, et j'ai été prise. Et quand j'ai été prise, de Bruno Barberas m'a très vite rappelé en me disant, Laurie, je voulais savoir, mais t'es sûre que tu sais chanter? Et puis, c'est quoi ton parcours de la comédie? Je faisais, et après, sur la tournée, il me dit, écoute, il faut absolument qu'on se voit, il faut que je te parle, il faut que je te raconte ton casting. Et en fait, il y avait une nana de la troupe qui était en train de partir. Et donc, Dove savait qu'il allait devoir la remplacer. Donc, Dove a appelé Bruno. Et Bruno, il a tout de suite pensé à une meuf, qui n'était pas moi. Il disait, ça, le rôle, il est pour un tel, tu vois. Et il dit, bon, j'avoue que si je propose pas une alternative, ça fait pas hyper pro. Dove, il aime bien avoir le choix. Vas-y, je vais prendre une autre meuf au cas où. Le délire. Et il sort ses 3500 fiches et il me dit, hein, je prends mes fiches puis je prends au hasard, quoi, n'importe laquelle. Et là, c'est la tienne que je sors. Et elle est très griffonnée. Et il me dit, moi, quand j'écris beaucoup sur les fiches, c'est que ça m'a plu. Okay. Donc, je me dis, la meuf est carrée, c'est griffonné, je t'appelle. Mais je mise pas un bal sur toi. D'où mon appel complètement paniqué quand j'apprends que c'est toi qui as été prise. Tu m'étonnes. Putain, c'est dingue. Et tu te rends compte, ça, je l'ai raconté, ça. Tout ça s'est passé le jour où j'ai quelqu'un dans mon salon qui est en dépression en lui disant, tu sais pas ce que la vie te réserve, elle peut être folle. Ah, j'adore ce genre d'histoire. Je crois beaucoup aux énergies. Moi aussi. Tu vois? Moi aussi. Et c'était fou. En plus, tu sais, quand je suis arrivée dans la salle, déjà, ce jour-là, il était dingo, tu vois. Et pour te dire, moi, j'ai un signe dans ma vie qui revient souvent, mais c'est pas souvent. Bah, je vais pas porter la pause des fois qu'on raconte les signes après ils arrivent. Bah, tu le diras pas. Mais tu le dis pas. Il y a une période de la vie, il y a une période dans ma vie où il arrive toujours des trucs de fou. C'est une période temporaire, tu vois. Et c'était à ce moment-là. Et bref. Et donc, ce jour-là, je me dis, putain, c'est quand même un truc de ouf. Et quand il me dit, viens voir le spectacle, rentre dans la salle de spectacle, à l'entracte, il y a un rideau qui se ferme. Et le rideau qui se ferme, c'est un tableau. Sur le rideau, c'est dessiné, projeté, là? Ouais, c'est projeté sur le rideau un tableau où c'est Constance et Mozart, Constance sur une balançoire. Et ce motif-là, ma mère, elle avait une immense tapisserie dans mon salon de 1 par 2, quoi. Waouh. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il y a des trucs comme ça. Bienvenue chez toi, quoi. Ouais. C'était fou. Putain, ça devait être une expérience de dingue. C'était génial. On était 50 artistes, on était quasiment 50 potes. Oh, le rêve. Je crois qu'en tout, on était 130 entre les artistes, la prod, les techniciens et machin. Et c'était génial. Ah ouais. C'était génial. Après, c'était moi, j'ai commencé à vraiment faire de l'humour avec l'impro quand j'avais 20 piges et tout, 16-17 ans, pardon. Okay. Après, j'ai prolongé, évidemment, dans mes classes, tout ça. Mais cet endroit-là, c'est aussi un endroit où je faisais beaucoup rire les autres, tu vois. J'étais un peu la pitre de la troupe. Quand il y avait un micro dans un bus, tu avais toute la troupe qui criait « Laurie, Laurie ». C'est sympa. Ça fait tellement de bien, ce genre de moment. Puis moi, j'avais des gens qui étaient profondément bienveillants, qui m'aidaient et qui avaient un seul but, c'était qu'un jour, je fasse la première partie de Mozart l'Opéra Rock avec un sketch. Oh, et j'avais écrit un truc et je devais monter sur scène et ça s'est pas fait parce qu'on avait des problèmes techniques et tout. Mais c'était vraiment les prémices de ça, quoi. Et du coup, j'ai pas mal foutu la merde.
J'allais parler dans les oreillettes des gens pendant qu'ils étaient sur scène. L'enculé, Ah ouais. C'est je sais pas comment ils font. Ouais. Quand je commence un fou rire, il y a plus de fin au fou rire. Il y avait dans les loges, on avait des haut-parleurs retour, tu vois, et dans les haut-parleurs, tu pouvais entendre Laurie demander au maquillage, enfin, tu vois, des trucs internes, quoi. Fin de show, mais combien de fois il y avait Dave qui faisait « Laurie !» J'ai encore foutu la merde, tu vois. Et on rigolait de ouf. J'avais organisé toute une soirée, ça s'appelait les Doves d'or, où une remise de prix, toute la troupe était investie. Mais c'est genre Michael Scott, t'es le Michael Scott de Mozart, l'opéra rock. T'as vu The Office? Je regarde pas The Office, on m'en a souvent parlé, ouais. Dommage. Il y avait une putain de ref, là. Tu l'as raté, Laurie. Ok, merde. Mais je pense en plus The Office, je veux bien, ouais. Mais je l'ai pas, malheureusement. C'est pas grave. Et donc, le fail dans cette histoire intervient quand le spectacle s'arrête à Paris et qu'ils repartent en tournée à l'étranger et qu'ils m'appellent pas. Je suis une des seules qui m'appellent pas, qu'ils appellent pas pour aller à l'étranger. Tu sais pourquoi? Tu l'as su, ça, après? Non, je l'ai pas su. Après... Faut dire aussi que ma jumelle, parce qu'on était 2 sœurs jumelles, a pas non plus été appelée. Ok. Donc, c'est parce que de toute façon, il faisait évidemment un effectif réduit pour partir. Mais moi, je l'ai vraiment pris pour moi, quoi. Je me suis dit, j'ai trop foutu la merde. Aujourd'hui, je le dis. Et aujourd'hui, c'est presque quelque chose dont je suis fière. Je le dis en disant, voilà... ça leur aurait coûté trop cher en assurance de m'emmener. Et ce qui est pas faux, tu vois, parce que je foutais vraiment la merde, quoi. C'est intéressant de se dire qu'effectivement, dans ce genre de cas, on le prend, c'est logique, très personnellement. Ouais. Peut-être que l'histoire, the big picture, comme on dit, elle est hyper différente. On les a pas pris parce que ça coûte trop cher et tout. Tu vois, comme quoi, ce serait intéressant aujourd'hui d'avoir son avis à lui, mais ça m'étonnerait pas que ce soit quelque chose de totalement différent. Peut-être. Mais au moins, tu t'es révélé là-dedans, t'as été 100% toi. Ouais, complètement. Complètement. Et après, ce qui est difficile, c'est que on se dit, bon, ça y est, on a fait 2 ans et demi, tous les Zéniths de France. Moi, 2 ans et demi en plus. C'était très long. On jouait, enfin... On a vraiment brassé énormément de public et même énormément de professionnels, tu vois. Donc, au sein de ce microcosme, ça y est, j'existais un peu déjà, tu vois. Donc, très prétentieusement, je me suis dit, ça y est, c'est bon, quoi. Ça y est, je vais taffer. Fini les périodes de creux et au final, je sors de là et je taffe plus. Je taffe plus pendant 8 ans, je crois. 8 ans. Ouais, 8 ans à faire des petits boulots, des petits tafs, d'événementiel. Attends, 8 ans, non, je pars trop loin. J'ai fini. Ça t'a paru 8 ans. Ouais, j'ai fini. Ouais. Bah non, 8 ans, c'est 8 ans. C'est 8 ans après où je suis montée sur scène avec mon premier spectacle. Ok, d'accord. Mais j'ai quand même taffé, tu vois. Après, j'ai été auteur chez Canal. J'ai fait 2-3 trucs, mais c'était pas du stable, tu vois. C'était toujours de la petite mission ponctuelle. Et ça a été déceptif parce que Mozart, j'ai vraiment cru que ça m'avait amené quelque part, tu vois. Puis ça doit être très violent. Moi, j'avoue que l'un de mes rêves, et pourtant je danse plus très bien, je chante pas comme toi et tout, mais j'adorerais faire une comédie musicale pour l'aspect troupe. Mais j'imagine la violence que ça doit être quand ça s'arrête. Le silence, en fait, tout d'un coup, non? Oui, et puis en plus de ça, on idéalise aussi beaucoup avec le recul, machin. Mais c'est vrai que parfois, tous les jours, c'était pas toujours très simple de vivre avec 50 personnes. T'as toujours des histoires, tu vois, des gens qui parlent sur d'autres gens, des histoires de coucherie, des histoires de machin. C'était pas non plus tous les jours tout rose, tu vois. Mais il y avait on avait quand même créé un noyau qui était super, quoi. D'ailleurs, on se voit toujours, on s'appelle toujours, cool. On est toujours très soudés, ouais. Et c'est comme ça d'ailleurs que, enfin, suite à ça, je suis partie voir Spamalot, qui est une comédie musicale écrite par les Monty Python, mais qui a été adaptée par PEF en France. Et donc, je pars voir ce truc, et ça, c'est une révélation. C'est la révélation, parce que j'ai passé ma vie à me demander est-ce que je dois être drôle ou est-ce que je dois chanter. Donc, j'avais le cul entre 2 chaises. Et en plus, quand je bossais pour des canals ou d'autres prestataires où je leur disais, on va faire une chanson marrante, ils me disaient, mais pas du tout, c'est un gars, ça marchera jamais. Vraiment, tout le monde me démotivait de composer, de conjuguer les deux. Et je vois Spamalot et je me dis, là, c'est possible. Spamalot, c'est à crever de rire, mais c'est
à mourir de rire. Et ça chante, c'est Broadway. Je me dis, voilà, il est là le compromis. C'est ça que je veux faire. Et je rentre chez moi et j'écris une comédie musicale, Gaulerie, pour 5 personnes, les 4 copines de Mozart et moi. Et c'est une satire d'ailleurs de Mozart. Et sauf que je sais pas à qui la vendre. Dans l'intervalle, personnellement, je me sépare du père de ma fille. Je monte à Paris. J'étais pas très loin, je suis 78, mais j'ai un Boulogne, quoi. Puis ça crée du stress aussi parce qu'on a besoin de stabilité quand on devient maman. Puis j'avais ma fille à nourrir et j'avais que 3 dates de prévues dans un cabaret. Je chantais dans les cabarets le soir, quoi, tu vois, à 30 piges. Donc, et donc j'écris cette comédie musicale et je sais pas trop à qui la vendre. Et j'ai une copine qui me dit ben viens, moi je suis jurée d'un concours d'humour, fais-le. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre là-bas? Elle me dit mais comme ça tu testes une chanson de ta comédie musicale et tout. Je dis ok, mais c'est quoi les prix? Elle me dit bah le 3e prix c'est 300 balles. Je dis ok, j'arrive. J'avais vraiment besoin de ouais, c'est ce que j'allais dire. Et donc je compose et j'écris la première chanson, la chanson pour le concours, qui est la première chanson de mon premier spectacle, qui s'appelle Prends la vie du bon côté. J'ai ma pote qui me dit, en plus j'ai un pote qui va t'accompagner au piano si tu veux, donc je rencontre son pote, il m'accompagne au piano, et 3 jours avant la presta, il m'appelle et me dit je peux pas venir. Oh putain. Je dis mais qu'est-ce que je vais faire? Il me dit bah t'y vas toute seule, en plus comme tu joues très mal, ça va être encore plus drôle. Le mec, il a du culot, hein. J'y vais toute seule. Waouh. J'y vais toute seule et donc le 2e prix était 300 balles et manque de chance, je gagne le 1er prix. C'était une grosse salle en plus, 700 places et tout ça, tu vois. Mais moi j'étais dégoûtée. Le 1er prix, je gagnais le fait de devoir revenir 2 mois après faire la première partie d'un humoriste. Oh putain. Confirmé. Pas de thune. Mais pas du tout, aucune thune. Ah, fait chier. Je fais putain, mais quel cadeau empoisonné, je gagne pas les thunes. Je voulais pas y aller toute seule. Je veux pas faire ça. Je suis obligée de revenir, de réécrire 15 minutes supplémentaires. Je vais à l'enfer. Et donc, je le vois vraiment comme un cadeau empoisonné, quoi. Ok. Et la vidéo du concours, il publie, l'organisation du concours publie la vidéo de mon passage, qui fait un petit buzz à son échelle parce que je suis personne, mais bon, je crois qu'elle fait 20 000 vues, tu vois, ce qui est pas nul pour une inconnue totale, tu vois. Et donc dans l'intervalle de revenir faire la première partie, vu que je connais tous les humoristes puisque j'ai écrit pour eux chez Canal, chez Comédie, que j'ai fait de l'impro, je connais vraiment beaucoup d'humoristes. Je leur demande où je dois aller jouer, tout ça. Donc je vais jouer, je fais 1 scène, 2 scènes et très vite ça marche en fait. Ça marche fort. Et moi, j'ai des potes qui voient la vidéo du concours, qui m'appellent, qui me disent, mais attends, Laurie, tu faisais pas un album? Des mecs avec qui je travaillais dans la musique, tu vois. On devait pas faire un album et tout, ce qu'on a déjà commencé. Genre, j'avais au moins, je sais pas, 5-6 chansons, tu vois. Ouais. Je leur disais, si, bien sûr, attendez, là, je fais ça pour bouffer, ça va, c'est pas du tout, ça que je fais dans la vie. Genre, moi, je vais faire de la musique, quoi. Et donc, et je fais une première scène, je vais jouer à Paris à ce sketch. La chanson Prends la vie du bon côté, et là je rencontre quelqu'un qui est devenu mon ami depuis, qui me dit moi je book un festival au ski, si t'as 3 fois 10 minutes, je t'emmène toi, ta gamine, un accompagnant, tout payé pendant 10 jours. Je rêve. Il me dit t'as 3 fois 10 minutes, je lui dis évidemment. Je rentre chez moi et j'écris les 3 fois 10 minutes, et c'est là que j'écris la chanson sur l'accouchement. Putain. Pour partir au ski. Alors, petit aparté, quand on tape Laurie Perret Wikipédia, c'est littéralement le premier truc qui arrive sur ton Wikipédia. Qui a été le plus vu, Et donc voilà. Et en fait, pendant 4 mois, j'ai l'impression qu'on c'est des commandes. Est-ce que t'as 10 minutes? Est-ce que t'as 20 minutes? Et à chaque fois, il y a soit du fric à la clé, soit un bon plan. Et en fait, moi, je suis un chien, je suis en galère. Donc, je fonce. À chaque fois, on me dit ça. Je dis oui. J'ai dit oui pendant 4 mois. Et arrive au bout de 4 mois, j'ai plus ou moins 40 minutes, quoi. Et je me dis, en fait, c'est ça que je veux faire, tu vois, que je vais faire. Parce que c'est un peu le seul projet qui se dessine, quoi, tu vois. Comme si c'était plus une évidence qu'un choix. Et j'ai même pas le temps de me dire, allez, faudrait que je fasse un showcase pour convier des pros, que j'ai quelqu'un qui m'appelle. Bonjour, voilà, on se connaît pas. J'ai vu ta vidéo de ton concours.
je voulais savoir si t'avais un spectacle complet, parce que moi, j'ai un créneau aux 10h dont je ne me sers pas parce que j'arrive pas à remplir. Donc, je te laisse et je te fais ta promo, tes affiches et tout. Je dis, mais pourquoi vous faites ça? Parce qu'on va pas coucher ensemble, je crois. Et il me dit, ouais, bah, je fais ça parce que j'ose espérer que tu vas mieux remplir que moi. Déjà, je vais récupérer le pognon que j'ai investi. Ah ouais. Et puis deuxièmement, ma femme, c'est ma femme qui m'a fait découvrir, elle adore. Donc on serait un peu fiers de t'aider, machin. Oh, c'est beau les gens comme ça. Et attends, il me dit, est-ce que t'as un spectacle d'1 heure? J'avais 40 minutes. Hein. Je lui fais oui, c'est pour quand? Il me dit, c'est pour dans 3 semaines. Je dis, allez, go. Et donc, j'ai réécrit les 20 minutes qui manquaient. Et j'ai fait 5 représentations au théâtre du 10h, qui étaient toutes complètes parce qu'en plus, bah, depuis le temps que mes potes ils me disaient arrête de faire de la musique, fais de l'humour, j'ai mis une annonce sur les réseaux. Et j'avais beaucoup de potes. Voilà. J'ai mis une annonce en disant bon bah voilà, maintenant j'y suis quoi. Et puis je faisais plein de plateaux à Paris. Je faisais pour tester mes trucs, je faisais plein de plateaux et du coup bah mon nom il a fait un peu de bruit très vite dans le microcosme, et donc dès la 2e représentation j'avais déjà 3 producteurs dans la salle et j'ai signé avec mon producteur au bout de la 2e. Enfin ça donne des frissons. Il y a tu vois du moment où je monte sur scène pour faire mon concours et au moment où je monte sur scène pour faire mon spectacle, il y a 4 mois. Tout marche. Où dès que tu fais un truc, on te dit c'est génial, alors que ça fait 8 ans qu'on te dit c'est de la merde. Je trouve ça trop beau parce quand on écoute ton parcours, et je suis contente en fait qu'on ait commencé bien plus tôt que prévu dans la frise chronologique. Ouais. En fait, tous ces passages-là que t'as vécu t'ont préparé à ce moment-là. Ah mais ouais, mais je crois fort à ça moi. Et c'est hyper beau parce que toutes ces mini galères ou très grosses galères que t'as dû surmonter t'ont préparé à avoir les épaules pour ce moment-là. Carrément, ouais. Et quand tu dis oui, alors voilà, j'ai écrit 10 minutes. Non, pour quelqu'un de normal, écrire 10 minutes, c'est énorme. Ouais, bien sûr. Mais toi, t'as écrit chez Canal, tu t'es formé, tu machin. En plus de ton talent, t'as rodé ton cerveau, tu l'as mis en marche avant ça, quoi. Ouais, après l'écriture, c'est toujours quelque chose que j'aimais faire, tu vois. Donc, mais... Enfin, chapeau quand même, parce que tu le dis, merci. Genre facilité et tout. Non, pour quelqu'un de normal. Mais après, en fait, si tu veux... sans prétention, j'ai plutôt des facilités à l'écrit. Là où c'était très difficile, c'était d'incarner, de monter sur scène. Ah, ok. Ça, toute seule. Moi, comme tu as dit, je viens de la troupe, quoi. Tu sais, j'ai fait Mozart. Avant ça, j'ai fait de l'impro. On était une équipe d'impro. Et d'ailleurs, c'est toujours mes potes, les mecs de l'équipe d'impro. On s'est rencontrés, j'avais 15 ans. J'en ai 39. Cool. C'est toujours mes frérots. Ouais, t'avais même quelqu'un qui jouait au piano avec toi. C'était prévu que je sois en duo. Et à la base, j'avais écrit une comédie musicale pour 5, tu vois. J'avais jamais prévu d'y aller seule. Et c'est vrai que je pense aussi, moi je crois toujours ce que tu viens de dire, j'y crois profondément. Moi je crois toujours à une forme de boucle où la vie elle est toujours un peu bien faite, même quand c'est de la merde, tu vois. Tu dis bah c'est pas pour rien que c'est de la merde, même si Et sur le coup, on peut pas le voir. Hein, Sur le coup, on peut pas le voir. Mais je suis très d'accord avec toi. Je pense que la vie, elle m'a formée à ça, mais elle m'a formée il y a beaucoup de choses qui me renvoient aussi à une forme de solitude dans ma vie, dans mon passé, dans mon enfance. Et je pense qu'elle m'a formée à ça, tu vois. À ce présent-là où ce que je fais, je monte seule sur scène. C'est ma tête sur l'affiche, c'est mon nom. Et tu penses que tu te cachais par manque de confiance en toi avant à essayer d'être en groupe et tout d'un coup ça t'a poussé à te dire en fait j'ai de la valeur solo, tu vois? Non, je crois pas parce que je me cachais pas en étant en groupe, j'étais hyper heureuse en groupe. OK. Mais il y a une différence. Mais j'ai eu des petites j'ai eu des soucis, on va dire, familiaux, privés, sur lesquels je vais pas trop m'étaler, mais qui m'ont renvoyé vers une solitude. Ok. Et donc, même si je m'établis en groupe parce que j'aime profondément être avec mes potes et rigoler, tu vois, la vie, tu vois, quand tu disais, t'as été formée, c'est en ça où je te disais, je comprends. J'ai été formée et tous ces fails de Mozart, on bosse plus derrière, je fais un album, c'est de la merde, j'essaye de trouver un métier sérieux, je me fais têche.
ça, c'était des formations parce que justement, j'avais un truc à accomplir qui était seul. C'était pas qui était pas le bon chemin, tu vois. Et puis il y a aussi ce truc-là où souvent on a une ambition mais qui reste un peu limitée parce qu'on a la trouille d'oser pour soi plus grand et tout. Ouais. C'est vachement beau parce que parfois la vie elle te dit non mais en fait toi tu mérites d'être donc on va te faire couiller tous tes métiers avant ça parce que tu mérites d'avoir ça. Exactement. Moi tu vois j'avais une copine avec qui je parlais beaucoup, qui me remontait souvent le moral dans ces moments-là. On a tous une pote. Elle m'a dit ce truc, à propos de Mozart, parce que je fanfaronnais, ils m'ont pas repris, et c'était la seule à qui j'avais avoué, je fanfaronne, mais en fait, je suis hyper vexée. Je suis hyper vexée, j'aurais voulu en être. Et elle m'a dit, tu te rends pas compte, en fait, que c'est une chance. Parce que, pour faire une comédie musicale, il faut être un très bon interprète. Un très bon interprète, c'est quelqu'un qui peut un peu tout jouer, ou en tout cas, alors que toi, t'as trop de relief pour être interprète. Enfin, elle m'avait remonté le moral avec un discours un peu, Elle t'avait secoué? Après, je sais pas si elle avait tort ou raison, mais c'est vrai, c'était un discours prétentieux, mais qui en même temps m'a fait du bien à entendre, de me dire. Moi, j'aurais pas eu la prétention d'avoir ce discours-là avec moi-même et de l'entendre de la bouche de quelqu'un, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Au final, ça te remonte le moral et ça t'amène à aller ailleurs, quoi. Ouais, c'est clair. Et si finalement ce fail, il arrivait parce que je vaux mieux que ça, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois. Ouais, et puis on le dit sans comparaison d'ailleurs, parce que c'est incroyable d'être sur Mozart, tout comme c'est incroyable d'être sur scène. Juste toi, ton chemin, il était ailleurs et t'aurais pas pu le voir sinon. Si j'avais pas échoué, si j'avais rebossé derrière Mozart, si j'avais fait un album, je serais pas du tout dans la carrière que je mène aujourd'hui. Et carrière qui est donc quelque chose qui m'est tombé sur le coin du nez, que j'ai fait pour pouvoir gagner 300 balles. Et au final, j'ai aucun regret. On me demande souvent si après ça, est-ce que je ferai un album? Franchement, je crois pas. Why not? Pourquoi pas? Pourquoi? Parce qu'en tout cas, j'ai aucune revanche à prendre. Ah oui. Je crois que je m'étais moi-même trompée, tu vois. Je pense que je suis beaucoup plus heureuse là dans ce que je fais aujourd'hui que si j'avais fait des chansons, en fait. Parce que je fais déjà des chansons dans mon spectacle. Donc j'ai aucune frustration parce que je compose, j'écris et je chante. Et en plus de ça, je me marre. Et dans le deuxième spectacle, c'est même plus... Il y a peut-être moins de chansons dans le deuxième spectacle, mais elles sont plus mélodieuses. Je suis la seule maître à bord, j'ai une liberté absolue, je fais ce que j'ai envie. Donc voilà. Et puis j'ai découvert le métier d'humoriste et je le trouve profondément intéressant. Régler une vanne, c'est ça. Enfin, les humoristes qui m'entendent pourront en témoigner, mais c'est de la menuiserie et c'est profondément palpitant, intéressant. Évidemment que c'est ultra angoissant, ultra stressant. Mais c'est grisant de fou quand ça fonctionne, quoi. T'es chez toi, tu te dis, putain, je crois que ce truc-là, c'est marrant. Tu commences à l'écrire, tu pars au Comedy Club pour le tester. Puis ça marchouille. Tu te dis, attends, je vais mettre plutôt ça dans ce sens-là. Là, je vais mettre une virgule, je vais faire une pause. Okay. Tu retournes au Comedy Club, tu réessayes avec tes modifs, puis tu fais ton spectacle. Enfin, ce cursus, il est fou. Et quand cette vanne-là, elle déclenche un rire de ouf, parce que les gens, ils te fassent une applause derrière, tu te dis, waouh, là, j'ai gagné. Je savais que c'était marrant. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'emplit profondément, ça m'épanouit. Oui, c'est pour ça en fait que t'as pas envie de faire ton album à côté, c'est que t'es tellement épanouie en ce moment que ta vie, ce vide-là est comblé, quoi. Ouais, complètement. Ta fille, elle va avoir un sacré rôle modèle. Hein. Je sais pas, j'espère ne pas trop lui coller la pression parce que c'est difficile de. Non mais, t'inquiète, ton enfant ira chez le psy quoi qu'il arrive. Ça n'existe pas, les parents qui ne font pas de fêlure chez leurs enfants. C'est sûr, c'est donc évident. Donc ça, tu peux déjà, si c'est pas ça, ce sera ça, c'est sûr. Ouais. Mais c'est charmé parce qu'elle a la vision d'une maman qui déjà bossait super dur pour ce qu'elle avait réellement envie d'avoir. Et puis qui a tenté des choses, qui s'est écoutée, qui s'est dit pourquoi pas et c'est possible et je vais le faire et je vais prendre cette place et moi je trouve ça génial quoi. Écoute, j'espère, en tout cas moi je trouve que je suis pas dans sa tête mais je crois que pour l'instant
il lui manque une certaine maturité peut-être pour voir ça. Enfin, je sais qu'elle voit beaucoup de choses, mais moi j'ai l'impression aujourd'hui que c'est l'inverse. C'est elle qui m'inspire plutôt que l'inverse. Ah, trop cool. Ah ouais, je trouve qu'elle a des réflexions de ouf pour son âge. Ah ouais. Ouais. Le troisième spectacle coécrit par... Ah non, mais elle a des punchlines incroyables, elle a une réflexion folle, elle me sort des trucs, tu sais, des fois j'ai l'impression d'être avec ma daronne, elle me sort des phrases qui restent en suspens. Écoute, la dernière phrase, pas la dernière, parce qu'elle est vieille déjà cette phrase, elle avait 8 ans. Elle va avoir 10 ans dans 10 jours, ma fille. À 8 ans, elle m'a dit... elle sortait de la douche, du coup je la regardais et j'ai dit voilà, t'es belle bébé. Oh. Et là elle me regarde, elle me fait mais maman, personne n'est moche dans la vie à part les cons. What? Voilà, je vous laisse réfléchir à cette phrase. Mais c'est incroyable. Je suis restée keblo. Je me fume une clope. C'est clair. Et tu lui en as filé une. L'état du feu, chérie. Non, Oh, elle est d'une wow. je la trouve très clairvoyante, elle est extrêmement cynique, elle a énormément d'ironie. Waouh. On est très différentes. Franchement, vraiment, c'est une bonne leçon de vie cette môme. Parce que moi, je suis colérique en fait. Moi, quand ma fille, elle a le droit de tout faire quasiment. Elle veut un truc, elle l'a dans la minute. Par contre, quand elle me casse les couilles, mais je hurle à 100 000 décibels, mais sans aucune attente, tu vois. Et la dernière fois, je m'embrouille avec elle, je sais plus pourquoi. N'importe quel enfant aurait pleuré ou aurait rebellé ou machin. Ma fille, elle m'a regardé hyper stoïque, elle m'a dit « C'est dingue comme tu manques de patience. » Mais elle a 102 ans. C'est pas possible. Pour ça, quand tu me dis, ouais, le modèle que j'inculque à ma fille, pas du tout. C'est ma fille, mon modèle. Ah, c'est clair. C'est, ouais. Franchement, je suis bluffée. Elle est géniale, ouais. Elle est très marrante. J'imagine que t'es redescendue de 18 octaves en faisant... Bah non, parce que j'ai fait preuve, évidemment, de beaucoup de mauvaise foi. Bah oui, tu sais que je suis impatiente, alors pourquoi tu casses les couilles? Bon, je vois qu'on ne peut pas parler avec toi, je vais te laisser redescendre. Putain, les psychothérapeutes, quoi. Oh, c'est dingue. Ouais. Ah, c'est dingue. Wow. Ah ouais, elle en a des très très bonnes comme ça. Elle vient dans la leçon de parler de l'échec de sa mère quand elle veut. Ouais, j'ai une relation qui est très marrante avec elle. C'est le kiff. Merci beaucoup, Laurie. C'était génial. On a bien rigolé, mais c'était aussi passionnant. Merci de m'avoir invitée. Et puis, on souhaite longue vie à ton spectacle à la Nouvelle Ève. Ouais. Et partout en France. Tout à fait. À bientôt quelque part. C'est un rendez-vous aussi précis que moi. Ouais, c'est clair. À bientôt. On va quelque part. Voilà. À bientôt. Okay, bah. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.